Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Je suis accompagné de BX, le founder de Digifil et de TrendTrack. Tu as fait des millions en e-com. Je te laisse te présenter rapidement. Salut à tous, Bichente, j'ai monté Digicil il y a quoi, il y a 2 ans et quelques maintenant, et on a fait plus de 100 000 établissements dans le monde, accompagné d'un software derrière, et je suis aussi le fondateur de TrendTrack, le meilleur outil pour les e-commerçants. Je valide. Et voilà, là, first month, on est en train de reach les 50K MRR, et derrière, on va aller scaler ça et en faire le premier produit e-commerce indispensable. Carrément, carrément. Du coup, le principe de Focus, c'est vraiment donner de la value à des personnes intermédiaires avancées, faire kiffer les e-commerçants. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, le truc qui ressort vraiment chez toi, c'est que tu ships vite et bien. Tes projets ils sont solides et tu les structures vite en termes d'humains. Tu as vite des équipes solides qui sont là en plus sur le long terme. Comment tu fais un petit peu pour trouver ces profils, pour bien t'entourer rapidement? Je pense que déjà, c'est avoir un projet drivant et un terme de véhicule et le bon business model. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple d'attirer des talents ou des personnes qui vont s'entourer et qui vont être contents de travailler avec toi au quotidien. Et que ce soit un petit peu surtout parce que la création de contenu, comme tu es en train de le voir en ce moment, mais ton côté où tu te mets bien plus sur YouTube, mais c'est aussi le même travail. Ça rentre dans un business. Le jour, je regardais un tweet de David Foriati qui disait la création de contenu YouTube, c'est plus dur que l'e-com. Ouais. Et j'ai bien rigolé. C'est peut-être pas aussi dur, mais c'est tout aussi compliqué. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je suis d'accord en vrai. Enfin bref, c'est un autre sujet. On s'en fout, mais c'est vraiment une vision dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends et comment les gens ils vont venir avec toi dans le bateau et devenir bon et t'entourer. Donc déjà, pour revenir sur la première question, c'est avoir le bon projet, Ouais. créer de la qualité et savoir où tu vas et en fait toujours avoir une vision à 2, 3, 4, 5 ans dès le départ. Sinon, c'est très compliqué de emmener les gens et si toi-même tu sais pas où tu vas et t'es pas drivé par ta vision et ce que tu fais, ça va se ressentir sur les autres. Du coup, ils vont être moins efficaces, ils vont pas comprendre leur why et ils vont pas savoir comment s'entourer et monter dans le bateau, en gros, tout simplement. Ok, ok, vraiment avoir une vision long terme, un projet solide. Et les profils, tu les trouves Ouais. comment? Avec cette opération, ils viennent à toi ou alors tu as aussi des choses à faire de ton côté au quotidien pour trouver ces profils? Du coup, maintenant, vu que j'ai une audience, c'est un petit peu un glitch. Mais en fait, les profils, ils viennent de recommandations, bouche à oreille. Ou alors, moi, j'hésite pas à aller chercher vraiment l'information et m'insérer dans des communautés, identifier les A-players qui sortent du lot et prendre un mec qui a une case study d'un mec que je connais et où le travail est tangible. En gros, j'ai passé la step, si tu veux, prendre des gars qui sont un petit peu débutants, les former et les accompagner. Pour moi, il y a deux grands profils. Soit tu prends le mec et tu sens il a un vrai potentiel et tu es là un peu en mode mentor, tu vas le payer moins cher, tu vas l'accompagner, mais là, tu vas échanger ton temps et ton énergie. Si vraiment tu as un bon feeling avec la personne, ça peut le faire, mais s'il a un profil entrepreneurial, au final, il va se barrer avec les skills et les compétences et tu vas rien pouvoir leur dire parce que tu vas pas lui interdire, Ouais. c'est sa personne, tu vois. Ça arrive souvent. Ça m'est arrivé souvent de former des gens sur des choses pour qu'ils travaillent avec moi, où ça me coûtait très peu de cher, mais du coup, genre, je donnais beaucoup de mon Ouais, temps c'est mon temps, ouais. et du coup, au final, dès que le mec il est skill, il va travailler autre chose et faire autre chose. Et tu peux pas lui en vouloir parce que c'est un profil entrepreneurial. Tu as les profils très scolaires. Et c'est ces gens-là qu'en fait, que je vise maintenant et que je veux. C'est des profils académiques, scolaires ou des profils débrouillards, mais qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Mais là-dessus, ça demande forcément, tu veux un player, il faut bien le payer. Et maintenant, je préfère payer un mec plus cher pour qu'il reste et que j'ai ma structure et ma tranquillité d'esprit qu'aller donner mon temps et que ça me bouffe mon énergie à moi ou un autre mec de mon équipe. Et en fait, le recrutement, moi, je les appelle les bébés cadom. On a eu, par exemple, sur le software Digital, pour toute la partie setup, vu qu'au début, ça ne gagnait pas d'argent, on met un bébé cadom, tu l'engueules une fois, deux fois, trois fois, tu prends le mec, il se barre en vacances, il ne te prévient pas, il a pas fait ses push, bon, ça casse la tête. Au final, tu veux le payer plus, mais bah, Ouais. voilà, Ouais, pour trouver le bon profil, mais je te rejoins. Des fois, payer plus les personnes, c'est obligatoire si tu veux push un vrai projet. Il faut des A-players dans une équipe, ça c'est important. Et justement, j'y viens. Du coup, là, tu t'as expliqué comment structurer une équipe au début, comment trouver des bons profils. Mais une fois qu'ils sont là et une fois que le projet il avance,
C'est quoi, toi, ton système de rémunération? Tu as des incentives, c'est des fixes, c'est des variables? Tu vois ça comment, toi? Alors, par exemple, sur Traintrack, Romain, il a des equity dans le projet parce qu'en gros, un développeur, CTO, quelqu'un qui est associé sur cette partie software-là, parce que peu importe ce qui se passe, le mec, le dimanche ou à 2 3 heures du matin, il a des equity, c'est son projet. Il est skin in the game, en fait, finalement, quand tu... Ouais. Et moi, je suis pas développeur. Hugo, mon autre associé avec qui j'ai fait tous mes projets, quasiment n'est pas développeur non plus. Du coup, il nous fallait un mec développeur full-time. Mais à l'inverse, sur Digifil, par exemple, bah, tu dois payer un mec hautement rémunéré parce que tu peux pas avoir un des trois mecs avec qui aussi je suis associé avec Thomas Salik. On est tous les trois pas développeurs. Donc, il Ouais. nous faut un mec qui soit là vraiment full-time et qui a de l'expérience, qui est senior. Et ça, on l'a compris en faisant des erreurs avec les bébés Cadom, par exemple. Et c'est récent, hein. Là, c'est récent que ce développeur nous a rejoint. Et ben, il nous a annoncé 30 semaines de structure, etc. Au final, en une semaine, il a tout fini ship, tu vois. C'est un bonheur mental et c'est une clarté de se dire que c'est comme ça et tu préfères payer un mec. Ok, ça, c'est ton prix. Mais derrière, tu es sûr et ça puisse avancer. Donc, il y a différents types de profils. Il y a le mec que tu vas accompagner, former, prendre la main. Et ce mec-là pourra se barrer avec les skills et tes compétences, mais c'est le jeu parce qu'au final, il a un profil peut-être entrepreneur ou freelance, etc. Il voudra faire autre chose. Il y a les profils scolaires, académiques, et c'est ces gens-là que je veux, et les profils entrepreneurs. Ouais, non, je te rejoins sur ça. Et la partie equity, c'est super intéressant. Nous, dans notre business agence, c'est pas de l'equity, mais de plus en plus, on se dirige vers des profils qu'on rémunère avec des incentives, donc avec un pourcentage variable. Parce qu'en fait, on parle pas assez du fait que quand une personne parte, c'est vraiment dommageable pour ton business. Parce qu'en fait, le fait qu'elle soit pas compétente, c'est quelque chose, mais qu'elle parte alors que tu as investi du temps, de l'énergie, tu l'as formée, ça, changer de personne à chaque fois, c'est vraiment relou. Ce qu'on a mis en place, c'est que maintenant, on a des personnes en backup. Par exemple, là, on a changé de développeur sur TrainTrack, pas par rapport à la qualité du taf, etc., mais niveau shipping. Et en gros, c'était une personne vraiment mid-time et qui allait beaucoup plus travailler le week-end sur un poste très hautement rémunéré dans de la data. Au final, j'en ai pris après une autre personne qu'on avait en backup, qu'on a mis full-time parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous faut un mec à un plein temps. Et ça fait toute la différence. Et des fois, il y a des mauvais recrutements, il y a des prises de décision, mais j'essaie toujours d'avoir une personne en backup ou alors que tout soit process où je me dis, OK, genre, même si l'autre personne part, bah, il y a quelqu'un qui arrive et qui va prendre le relais. Et en gros, il faut toujours se dire que tout le monde est remplaçable, même moi, je suis remplaçable. Par contre, si je suis irremplaçable, c'est parce que je le prouve sur le terrain. C'est un petit peu la mentalité du Real Madrid. Ouais. Tu avais les Galactiques et tu avais des gens tout aussi bons sur le banc de touche mais qui sont là et qui ils peuvent rentrer. Et si tu as fait 3 4 mauvais entraînements et une moitié mauvaise saison, bah tu sautes. Il y a une nouvelle personne qui entre en jeu qui a plus prouvé que toi. Et en fait, c'est cet esprit un petit peu de compétitivité et se dire ça peut sauter, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, qui va faire que du coup, tu vas créer une énergie de la player et te dire merde, voilà. Et c'est, il y a un petit peu un truc qu'on en parlait dans le podcast sur ma chaîne avec Fouad, qui a fait largement plus de 100 millions en e-commerce, où il dit, il garde la main sur le truc, il a les process, et s'il descend du cheval blanc pour montrer qu'il est meilleur que la personne, en mode je fais ton taf, je te performe, bah, il peut le prouver et il le montre. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir ou de le faire. Et moi, j'ai un petit peu ce truc-là sur des trucs de dev, je peux pas le faire. Par contre, Romain peut le faire. Et c'est pour ça qu'il a des equity et qui est Ouais, je structuré comprends. dans le business. Je comprends bien. Et quand tu recrutes, est-ce que tu as de la value un peu à nous donner sur les onboarding? Comment ça ressemble une personne qui rejoint BX? Est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'il y a une vision qui lui est donnée? Il y a des calls? Ça ressemble à quoi un onboarding réussi? Franchement, il y a du doc structuré dans Asana. En vrai, pour être honnête, il y a très peu de ressources et je dois m'améliorer là-dessus. Ça va venir au fur et à mesure. Par contre, je sais pertinemment le type de mec qu'il faut par rapport au profil et, euh, et la cible. Et on fait ça. En ce moment, on fait appel aussi aux US à des cabinets de. Alors, c'est pas des cabinets, c'est plutôt des plateformes où en gros, tu donnes 1%, un mois de salaire, un mois du salaire ou 2 mois de salaire. Headhunter finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des espèces de cabinets où en gros on reçoit des profils et on prend parce que j'ai pas la distrib et la communauté par exemple sur des profils aux USA, donc on préfère payer et recevoir 3 4 profils
Et quand ça le fait pas, on demande d'autres personnes et eux font ça toute la journée, quoi. Et toi, de ton expérience, là, on parle un peu de nationalité, au niveau recrutement. Tu vois des patterns dans ton entourage, chez toi, chez vous, de Ouais, profils qui performent d'autres nationalités ou ouais, qui sont plus avantageux? 100%. Déjà, j'ai pas de personne qui parle pas anglais qui nous rejoint actuellement. Parce qu'en gros, c'est un frein dans la culture, c'est un frein dans l'information. Et juste, la personne, bah, si elle parle pas anglais, selon moi, et elle fait un métier comme Ouais. ça matche pas. Donc Même déjà, pour la ton cours, pour ton propre métier, pour se former, tout se passe aux US finalement. Enfin, tout est en anglais. je sais que peu importe ce qui se passe, il va avoir du retard. Donc, je ne demande pas un anglais parfait parce que même Ouais, moi, ouais. je ne suis pas bilingue, mais au moins qu'il ait l'intention et la volonté de comprendre l'anglais. Et en vrai, bah, sur les postes où on va en anglais, il me faut des mecs qui parlent anglais. Donc, il n'y a pas une seule personne qui nous rejoint qui ne parle pas anglais. Donc, ça, c'est obligatoire. Ouais, il y a des personnes. En gros, c'est un petit peu un type de profil. Déjà, une personne qui me parle de week-end ou autre chose. Je comprends les jours off, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais s'il y a un truc à faire d'urgent et de lui-même, il doit mettre la volonté de le faire pour l'entreprise et qu'il comprenne ça. En fait, s'il est juste dans un mindset de salarié pur et dur, bah, ça va être compliqué. Par contre, nous, on n'a aucun souci de respecter les jours off ou autres. Mais en fait, je sais pas, c'est plus vraiment un feeling. Après, en termes de là-dessus, ouais, tu as des profils où il y a des pays, il y a des mecs qui pètent la dalle, tu le vois. Mais nous, on se redirige plus sur des postes full-time, hautement payés, sur des personnes qui sont en Europe ou aux US parce que bah, on vend là-dedans et on veut là-dessus. Ouais. On a du backup sur du VA, on a eu des développeurs qui sont en Turquie, en Inde, etc. Mais en fait, il y a un fossé entre ce que tu veux et ce que tu appliques, ou alors on n'a pas la méthode de communication et on préfère payer un mec hautement là-dessus. Et aussi un Européen qui se barre avec des choses dans ta boîte et qui habite en France, ce sera beaucoup plus simple de l'attaquer ou lui mettre une pression qu'un mec qui est au fin fond de l'Inde et qui va forquer ton projet ou prendre des choses ou une personne mal intentionnée. Quelqu'un qui est aux US sur une société aux US ou quelqu'un qui est en France sur une société en France, il y a des lois quand même. Carrément. Non, bah c'est super, c'est de la bonne value. Et toi, du coup, tu t'élèves finalement au rang de décisionnaire, de capitaine du bateau. Ouais, Comment t'améliores tes prises de décision? Parce que finalement, de ce que j'entends, c'est vraiment là que ta value est. C'est de bien calibrer le projet, de donner la bonne direction. Et derrière, avec tes process de recrutement et ton équipe, ça va ship dans tous les cas. ouais. Est-ce que t'as réfléchi un peu aux prises de décision? Est-ce que tu prends du recul? Qu'est-ce que tu peux nous apporter sur cette partie-là? J'essaie de beaucoup parler avec GPT parce que au niveau de la prise de décision et de recul, il peut être très bon. Un bon CEO, c'est quelqu'un qui a des time zones pas définies. Donc, par exemple, j'ai des agendas. C'est très simple. Début de semaine où chaque journée, j'ai mes trois grosses choses que je dois faire vraiment le lendemain. Et le reste, j'ai des plages d'horaires assez vides où je peux réfléchir au business. Et moi, genre, mon rôle, c'est moins être dans l'exécutif où j'ai deux mecs avec moi par projet qui vont être beaucoup plus dedans. Il n'y a pas que moi qui fais les recrutements, il y a aussi eux, mais on se donne des avis et des feedbacks et moi, je consulte et je jette toujours un coup d'œil et inversement. Là-dessus, c'est ce qu'on se dit. Et puis, c'est du volume aussi, le game de recrutement. Je reviens là-dessus parce que je l'ai oublié. Ouais. Si Vas-y, tu as 100 personnes, tu ouais. auras une pépite, tu vois. Si c'est un game de volume, c'est comme tout. C'est un game de volume sur 100, 200, 300 profils. Si tu ne te presses pas et tu dis, OK, j'ai mon app player, et tu as toujours deux, trois mecs qui sortent du lot, et si le premier, ça ne matche pas et tu t'es trompé sur le recrutement, boum. Et faut pas hésiter à dégager la première une semaine, après une semaine, 2 semaines, sinon, justement, tu vas dans l'effort et l'énergie. Et si tu as le moindre truc ou le moindre doute Ouais. que tu sens au départ, tu dis, OK, il est setup, et si ça va pas, faut partir, faut Ouais. arrêter. C'est quoi? Parce que C'est hire du slow, temps, tu vas hire perdre slow, du temps de fire son fast. côté. Ouais, c'est ça, il va perdre du temps de son côté, de ton côté, et derrière, c'est un enfer en gros. Non, 100%, 100%. Nous aussi, c'est ce qu'on fait. Franchement, au bout d'une semaine, quand on le sent pas, c'est très très rare les fois où on a vu une personne derrière vraiment faire le taf. À part une fois peut-être, mais maintenant on fire rapidement et on recrute en masse, on fait des périodes d'essai assez courtes. Ok. Et du coup, si on revient sur la prise de décision, tu disais Ouais, vraiment prendre du temps ouais. pour toi. Beaucoup parler avec GPT, lire des livres dessus, et en vrai, ça vient à force de prendre des décisions et de l'expérience. Et on fait souvent un tour de table avec les autres associés sur, OK, bah, comment on peut lever la là-dessus, qu'est-ce qu'il aurait fallu prendre comme décision, et surtout,
Comment anticiper la prise de décision? Parce qu'en gros, si tu arrives à prendre du temps et devenir meilleur sur tes prises de décision, en gros, si tu prends la décision hyper rapidement sur un bon truc, par exemple, bah, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'une bonne prise de décision au bout de 3 mois ou un mois, c'est pas du tout la même. Il y a 2 mois qui s'est écoulé et ces 2 mois-là ne se rattrapent pas. Ça arrive les fails, mais ok, genre, comment la prochaine fois je prends la prise de décision et qu'on ne retombe pas dans ce travers-là ou ces erreurs-là. Et c'est vraiment ça le plus important dans le business ou manière générale sur comment on avance dans les projets et toujours être dans l'anticipation des paliers. Et ça, c'est mon rôle de anticiper les paliers, trouver la next step. Ok, la next step, je vois ça comme ça, les gars. J'ai besoin de vous là-dessus et on va la découper comme ci, comme ça. C'est vraiment ça. La puissance, c'est là où je vais me retrouver dans la zone de génie, où maintenant, je vais plus me retrouver à écouter et voir ce que les gens disent et intervenir quand il y a besoin. Ok, ok, super intéressant. Et dans notre podcast, la dernière fois, tu avais aussi partagé une belle value, c'était le fait de anticiper les éléments qui pouvaient tuer ton business directement. Ça, c'est quelque chose que tu as souvent en tête, que tu processises. Ça ressemble à quoi? Comment tu anticipes ce qui peut tuer ton business et mettre des actions en place pour ça? Je reprends le véhicule et je fais. Tu peux en parler pareil avec GPT. Genre, tu lui dis bah, qu'est-ce qui pourrait se passer dans mon business et comment il pourrait crever. Bah, tu te fais en fait des théories, tu dis, et tu le vois dans le quotidien. Bah, par exemple, si je le vois, et je l'ai vu sur Gfil, dès que les jours où je convertis mal, bah, je suis pas rentable en front, en call traffic. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe si demain mon produit s'arrête? Ah, j'ai plus de business, mais qu'est-ce qui se passe si mon taux de conversion baisse ou mes CPC augmentent? Bah, je suis pas rentable. Derrière, comment je peux pallier à ça? Ouais. Si j'avais du recurring, ça marcherait. J'ai un recurring à 10%, ça fonctionne pas. Ok, bah, comment je vais mettre en place du recurring? Ma plateforme, comment je la transforme en SaaS? Et au final, si je mets mon énergie dans le SaaS, ce problème-là en front, bah, en fait, ça peut durer un mois ou deux. Ça va pas tuer mon business parce que j'ai développé d'autres produits, j'ai développé du recurring et j'aurai un nouveau product market fit où en fait, bah, du coup, je suis devenu antifragile. Et pour ça, pour moi, il faut étudier les business et vraiment étudier son marché et te dire bah, qu'est-ce qui peut arriver demain. Google, demain, décide de arrêter de mettre l'angle Google en avant Hmm. et le logo en avant, même si on a les traits de marque, même si on a pris des avocats ou je ne sais quoi. Vu qu'on est les leaders, on a plus vendu, bah, c'est vers nous, ils vont nous envoyer un message et se tourner. Pour le moment, c'est pas le cas. Ils ont déjà vu nos plaques parce qu'on en a équipé tout du blanc, par exemple, dans tous les pubs et le siège Google est là-bas. Mais si demain ils veulent qu'on arrête, bah, c'est pas grave. Mais du coup, on a créé un nouveau produit, on est devenu anti-fragile. Et vraiment, je me suis dit, on transforme le business sur un truc classique à vraiment devenir des plaques de G-Shield. Du coup, bah, j'ai étudié sur comment le papier, bah, c'est devenu du sopalin, un caddie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais C'est vraiment super ça, la puissance du branding. cette idée de tout le temps anticiper. Donc là, tu donnais l'exemple avec le logo Google et les e-commerçants aussi. Il y en a plein où finalement ils peuvent appliquer cette méthode avec les canaux d'acquisition. Ils sont tous dépendants d'un seul canal, enfin d'un seul canal, alors que s'ils pouvaient en Ouais, avoir deux ou trois, leur business devient encore plus organique, agile. ouais, de Donc, l'orga, du recurring, de recurring. l'abonnement. Et comme tu as dit, d'autres canaux, ou alors d'autres marchés, tout simplement. Pas être dépendant d'un seul marché. Carrément. Et pareil pour les ad accounts aussi. Souvent, il y en a qui ont un seul admin. Pourtant, le premier réflexe, c'est si je perds cet admin, bah, je perds mon business, tu sais, sur Meta. Alors que Il tu as faut. juste à mettre deux, trois admins pour sécuriser ton business. Et c'est des choses qu'il faut anticiper parce que quand ça te tombe dessus, c'est vraiment pas drôle. Donc, anticiper, voir les problèmes potentiels. En fait, ça permet aussi de voir les opportunités pour améliorer son business et tenir dans le temps. Vraiment, et c'est vraiment cette capacité-là à avoir des plages horaires sur, OK, qu'est-ce qui peut nous arriver? Comment on rend le business pas fragile? Et c'est quoi les actions 80-20 qui vont le rendre antifragile? Et en fait, maintenant que le software est en place et tourne bien, et même en MRR, ça commence à être vraiment sympathique, bon, on se réveille le matin avec une autre énergie où on se dit, bah, plus on va dépenser sur Facebook, on va attirer de gros leads B2B, on va faire entrer des commandes à 50, 6 chiffres, etc., de gros groupes. Ouais. Ces gros groupes-là, bah, ça va augmenter l'awareness et en faire des case studies. Du coup, on va en closer encore plus. Du coup, on va pouvoir dépenser plus sur Meta. Et en plus, plus on dépense sur Meta, plus d'abonnements dans le software. Et en fait, c'est toutes ces prises de décision de devenir antifragile qui entraînaient ça. Mais ça a été très dur et c'est très long. Il faut l'accepter qu'un business, ça mette
des mois à se mettre en place, que des mauvaises prises de décision, ça retarde un business, ne serait-ce sur la partie technique, développeur et même sur la niche, comment on s'y connaissait pas. Et vraiment, c'est très important là-dessus. Actuellement, là, genre, je sens que j'arrive sur un plafond de verre, le premier sur Trend Track, alors que ça vient de démarrer. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ma distrib et mon réseau en français, mais du coup, j'ai anticipé, du coup, comme tu disais, des nouveaux canaux d'acquisition, où j'ai déjà craqué le truc sur un nouveau canal. Je ne vais pas le dire maintenant parce que j'ai pas envie de m'avancer, mais j'ai craqué le truc là-dessus. Certes, pas autant et aussi bourrin que le lancement, parce que faire un 0,50 first month, Impressionnant, ouais. ça va. Surtout qu'on parle en MRR et pas en encaissé avec les plans annuels. En plus, Mais enfin, utilisant le tool tous les jours, je pense que le churn il va être très bas. Enfin, les personnes vont rester. Le tool a vraiment, et il y a vraiment de la value. Du coup, ça, c'est 50K solide de MRR, quoi. C'est 50K projectable finalement un peu. au final, c'est ça. Et parce que ça vient sur la réflexion de build un tool solide pour des e-commerçants solides qui veulent pas churn et un game changer au quotidien. Non, un énième produit winner à trouver ou quoi. Non, Et tu mets ça. vraiment, la data backée, c'est comment on est indispensable. Au final, c'est comme quand tu commences à utiliser Triple Whale ou Shopify. Tu te casses pas parce que c'est devenu indispensable dans ton business. Et au final, je sais qu'en mettant, par exemple, là, on a sorti la feature des mots-clés, bah, ta recherche, tu gagnes trop de temps, tu n'as plus envie d'aller sur Google. Non, tu vas sur la base de TrendTrack, tu tapes un mot-clé en 2-2, tu trouves là-dessus les concurrents directs, indirects par site arrivent. Et après, on va classer vraiment toutes les tendances par marché et tu vas pouvoir rechercher ta propre tendance dans ta niche. C'est toute cette réflexion-là. Tu dis, mais j'ai pas envie de churn, genre, j'en ai besoin. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur avec l'équipe, comment trouver les bons profils. En fait, tu as déjà la roadmap, tu sais déjà où tu vas, et c'est pour ça qu'en fait, les devs, enfin, ils sont motivés, ils ont envie que ça réussisse parce ils ont la vision. Ils savent que quand tout ça, ça sera implémenté, ça sera le meilleur tool du marché. Ils savent quoi faire, ils savent où ils vont, et ça, c'est vraiment important Et finalement. puis c'est aussi le bien-être au quotidien. On n'est pas à cheval sur les horaires. Tant que le travail est fait, on s'en fout. Et surtout, on les met à l'aise parce qu'en gros, bah, tu as besoin de te poser et d'exécuter parce que justement, la roadmap est définie et tu as quelqu'un à chaque fois qui est là pour t'aider et te donner la value et vraiment comprendre ça. Et on est toujours en soutien. On n'abandonne jamais quelqu'un comme ça. Enfin, du moins, moi, j'essaye pas. Et c'est tout, c'est comme ça, hein. On y va crescendo. Il y a des profils, par exemple, sur Digifil qui ont été payés à la commission sur de l'apporteur d'affaires parce que bah, ils n'ont pas apporté le truc où, en termes de poste, on a déjà quelqu'un et ça ne mérite pas un créneau supplémentaire et c'est pas worse. Par contre, dès qu'il aura beaucoup prouvé à l'entreprise, là, il pourra intégrer complètement le truc. Et c'est toujours une réflexion sur, OK, je me mets à la place de la personne en face de moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Nous, on a besoin de ça. Comment on arrive sur un niveau d'équité? Alors, ne coupez jamais la poire en deux, c'est un bon livre, mais ça sera jamais 50-50. Même dans n'importe quoi dans la vie, il y a une relation, genre, il n'y a aucune relation humaine sur Terre qui est 50-50, c'est toujours comme ça, c'est le jeu. Mais il y a toujours un compromis des deux côtés à trouver. Et j'ai une question pour toi, BX, niveau communication avec ton équipe. Donc ton équipe, il y a beaucoup de membres. Moi, par exemple, j'ai un pain point en ce moment. J'ai trop de weekly calls. En fait, j'essaye d'être vraiment skin in the game avec toute mon équipe. Mais à force d'avoir des calls de 30 minutes, 1 heure, ça prend un peu l'esprit. Comment tu structures ça? Pour toi, c'est obligatoire? Il faut passer sur un système de Loom? Tu es sur Slack? Comment tu gères un peu cette Franchement, communication? franchement, nous, on est très bourrin. En fait, le problème, c'est que on a une politique, tant que c'est vraiment pas le bordel, on va pas sur Slack. Et quand on dit le bordel, tant qu'il n'y a pas 50 messages par conversation par jour sur WhatsApp, on bouge pas. On va pas sur Slack. Et au final, si je vais sur Slack, j'en suis sûr, il y a autant de gens qui vont parler sur WhatsApp. Hmm. Et le truc va pas être adopté. Donc, si on le fait, c'est vraiment un gros pas. Et là, c'est un next step, vraiment en termes de gens full-time payés et là-dessus. Mais chacun, en fait, vu qu'on est plusieurs associés, chacun a sa partie, se structure. Et après, on a des petits weekly. Mais vraiment, le taf est fait via Loom. Surtout qu'on est sur différentes time zones la plupart du temps. Donc, Loom obligatoire. Faire des petits récaps. OK, ça, des points dans des messages WhatsApp. Pas parler pour parler. Et c'est tout. Et s'il y a besoin, juste s'appeler en one-one. Mettre en avant l'asynchrone avec du Loom, avec du message WhatsApp, rester sur des structures simples. Pas Et, d'over-communication. ouais, et niveau gestion de Que projet, ce soit lisible pour l'autre.
Communication, gestion de projet, toi, c'est Asana, c'est ça? Asana, ouais, Asana. Asana, où tout est par pôle et par task. Ok. En e-com, tu pourrais recommander un e-com à partir de Ah ouais, combien 100%. à combien de KDI pour que ça Dès coûte le pas début, une petite- pour lui-même et sa structure personnelle, parce que s'il le fait pas de lui-même au début, il va pas savoir quoi faire. Ouais. En gros, il faut que dès le début, il ait la compréhension qu'il va avoir besoin de ça et qu'il doit le faire. C'est parce que s'il ne se processe pas lui-même, quand il va implémenter la personne au SAV, la première chose que tu délègues, c'est ça en e-com. Ouais. Le SAV, la partie créative. En fait, si lui-même c'est un bordel et il n'a pas de structure, bah forcément son business ça va être un bordel. Qu'est-ce que tu veux imposer une structure si toi-même tu n'es pas structuré? Tu peux pas. Bah écoute, je pense qu'on a donné beaucoup de value. Ouais, C'est super intéressant. Où on peut te suivre sur les réseaux? simple, hein, YouTube, LinkedIn, Vincent Allons-y, et après Twitter, où la plupart des gens me suivent déjà, mais venez là-dessus parce qu'il y a un petit engouement, il y a un petit peu un changement au niveau de la plateforme où il y a beaucoup plus de gens dans le business qui rejoignent Twitter. Et je pense que bah, c'est le bon réseau social dans l'avenir au niveau du business. On attend un petit peu des profils plus corpos qui arrivent dessus et qui prennent le temps en français. Nous, on échange en français dessus. C'est comme ça, mais après, ouais, YouTube, ça, c'est la meilleure des choses. Et puis voilà. Et puis pour les personnes qui veulent plus de l'approfondi, j'ai du one-one après sur comment je peux les aider. Et c'est tout en vrai, hein. Et utiliser TrendTrack, c'est le meilleur outil Bien e-commerce. sûr, Et il y aura pas tous besoin les... d'en en parler. Il y a un truc avec Kael, t'en parles déjà assez Ouais. dans les vidéos, mais la compréhension du tool et du marché, bah, elle est là et juste on ship en plus, donc c'est cool, quoi. Carrément, bah, je vais mettre tous les liens en bio. Et pour les personnes qui veulent s'abonner à la chaîne, il y a pas mal d'épisodes focus avec des personnes très sérieuses, des pointures. Et le but, c'est pas de faire de bullshit, vraiment donner de la vraie valeur et pousser l'e-com FR le plus qu'on peut. Merci BX. Bah, merci à tous et pensez à vous abonner, liker la chaîne de Kael, s'il vous plaît, quand même. Ça, on pense trop à chaque fois. Mais abonnez-vous, mettez un petit like et commentez. Si vous avez des questions, bah, mettez en dessous, on y répondra dès qu'on peut, hein. Carrément. Merci beaucoup. Ciao, ciao.